Salut, c'est Javel à Bibi, vous écoutez toute première fois. En 2022, pour Feu le magazine Cosette, je rencontre le jeune cinéaste Florent Gouelou. Il est alors en pleine promotion pour son premier très beau long métrage, 3 nuits par semaine. Une douce histoire d'amour et de fascination entre un photographe hétéro et une drag queen, merveilleusement interprétée par Cookie County. Aujourd'hui, c'est toujours Florent que je rencontre au sein du Café du Ciné 104 à Pantin. Mais cette fois pour parler de son double, la drag queen Javel Habibi. Un personnage créé lors de son apprentissage à la Fémis qu'il a sorti de ses films pour en faire une artiste à part entière. On la retrouve chaque mois comme host lors des soirées Habibi, son cabaret drag à la Flash d'Or. Javel Habibi apparaît aussi en ce moment dans Top Coat, la drôle et émouvante première création théâtrale de Ruby on the Nail que j'ai reçue dans ce podcast au printemps dernier. Elle y incarne jusqu'au 17 décembre la narratrice, un rôle assez proche de celui de host de cabaret qui lui va comme un gant. Réalisateur, drag queen, comédien et actrice, chanteur et chanteuse, Florent et Javel partagent une identité artistique forte, nécessaire et militante que l'on décrypte dans ce nouvel épisode. Toute première fois saison 4, épisode 14, Javel Habibi. Salut Javel Habibi, tu joues actuellement dans Top Coat, la première création théâtrale de l'emblématique Ruby on the Nail, et tu incarnes du coup le rôle de la meilleure amie d'une propriétaire de salon de beauté un peu sur le déclin. Tu es aussi la narratrice du spectacle, celle qui va s'adresser à plusieurs moments au public pour donner des détails sur l'intrigue, mais tu vas aussi permettre d'intégrer pleinement, je trouve, le public à cette belle histoire. Mais avant de parler du coup de Top Coat, j'aimerais revenir du coup au début de ta création de ton drag. Et je crois du coup que c'est à la Fémis, où tu as étudié du coup pour devenir réalisateur, que ton personnage de Javel Habibi est né. Pour ton film de fin d'études, je me demandais si tu pouvais un peu me raconter du coup comment était né ce personnage et pourquoi du coup le drag à cette époque. Merci. J'y pensais en venant à l'interview. Il y a plein de premières fois dans mon drag. Et il y a d'abord une première fois de spectateur quand je découvre Cookie County sur scène, on est en 2016. Et en effet, je dois écrire un film de fin d'études pour mon école de cinéma, que je tourne en janvier 2017. Et je décide non seulement de jouer dedans, mais en plus de m'écrire un rôle de drag queen. Et c'est comme ça que Javel Habibi naît d'abord comme un personnage de fiction. Je pense que j'avais besoin d'être protégée par le film en fait, pour m'autoriser, me permettre de faire du drag. Et c'est seulement 1 an et demi plus tard que Javel sort de l'écran et que vraiment je m'autorise cette fois-ci à être une drag queen dans la vie réelle et pas seulement au cinéma. Et du coup, j'imagine que c'est la rencontre avec Cookie qui t'a ouvert au monde du drag et qui t'a donné envie de créer ce personnage-là. Oui, en 2016, il y avait assez peu de show drag. C'était quand même une pratique à Paris qui revenait, mais qui était encore plutôt confidentielle, même s'il y avait Nomi Camara, Mr Tricky, Le Philippe. Et donc Cookie a participé à cette énergie du retour du drag quand même à Paris. Et puis aussi à une métamorphose de la pratique drag, puisque le drag, en revenant fin 2010, est devenu édito, sophistiqué, par rapport au drag des années 2000, qui était plus dans les boîtes de nuit. Donc ça a vraiment été une rencontre artistique et moi j'ai été fasciné par son audace et puis la subversion de la pratique. Donc de fil en aiguille, j'ai fini par moi aussi m'y mettre. Et justement, du coup, qu'est-ce que toi t'as ressenti les premières fois où tu t'es mise en drague à la fois du coup pour ton court-métrage du coup et ensuite dans la vraie vie et du coup pour ton court-métrage, si je dis pas bêtise, tu avais embarqué ton père avec toi, donc j'imagine que ça doit être une expérience assez spéciale de pouvoir être entière de... Oula, je l'ai crié dans le micro. De pouvoir être entière du coup à la fois toi et devant lui du coup. C'était très particulier la première fois, c'est Médusa qui m'a maquillée, donc qui était aussi une queen. Il y avait Shénara Tanjabi aussi à l'époque, qui était déjà là dans le milieu drag. C'était particulier parce que je devais être à la fois réalisateur, acteur et assumer un rôle de drag queen alors que c'était tout nouveau dans ma vie. Et je devais performer une sorte de numéro burlesque qui terminait sur les genoux de mon père. Donc
Donc voilà, et c'était tout l'enjeu du film, c'était de voir comment le... D'ailleurs, pas tant comment le père allait accepter le côté drague de son fils, mais plutôt comment les amis drague allaient accueillir le père dans leur communauté. Donc je voulais là aussi, déjà à l'époque, retourner un peu l'accueil, quoi. Que ça soit pas toujours le monde hétéro qui accueille le monde queer, mais plutôt le monde queer qui accueille le père dans son univers hétéro. Donc ouais, c'était intense, c'était fort, c'était stressant, et je pense que j'ai eu encore plus de plaisir quand j'ai fait ma première fois en drague hors d'un plateau de cinéma, parce que là c'était une vraie fête et il y avait vraiment un sentiment d'émancipation. Je me rappelle me voir dans le miroir du bar à l'époque et un instant ne pas me reconnaître parce que d'un coup ma silhouette a changé, je m'aperçois dans les lumières et j'ai eu un sentiment de victoire. Je me suis dit j'ai réussi. Donc je pense que ça m'a fait comme ça la sensation de conquérir quelque chose. Réussi dans quel sens? Est-ce que réussi du coup, à t'affirmer pleinement ton identité d'homme queer du coup dans la société, ou réussi dans le sens artistique peut-être du terme? Non, dans un endroit intime. Je pense que mon drag, il vient de très loin. Il est lié à un très 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 vieux chagrin de pas avoir le droit d'être non conforme, voilà, à des idées de la virilité, je pense que j'étais un enfant efféminé comme beaucoup d'enfants queer, et du coup je trouvais pas trop ma place dans la norme, et je pense que quand moi je découvre le drag à 33 ans. Donc à 33 ans d'un coup, cette autorisation sociale et cette célébration, ouais, ça me fait un sentiment d'avoir réussi, oui, je pense d'avoir réussi à surmonter quelque chose. J'ai une espèce d'euphorie, de victoire. Et puis après, en cohabitant les années suivantes avec mon alter ego, ça devient autre chose. Ça devient une pratique artistique, ça devient incarner une figure. Je rencontre la Flèche d'Or, donc je crée mon cabaret avant, mais en tout cas le projet se poursuit dans le temps à la Flèche. Et là, j'avais la Bibi, je deviens vraiment j'incarne une idée importante pour moi, qui est une idée de collectif, et de recherche artistique exigeante et authentique. Donc aujourd'hui, c'est plein d'autres choses. Oui. Tu parles de la Flèche d'Or, donc où tu organises les soirs à Bibi depuis 5 saisons maintenant, je crois, c'est la 5e saison. Et ce cabaret, du coup, ces soirées, tu les as filmées pour ton deuxième film, parce que du coup, tu es aussi réalisateur, comme je le disais. Donc, tu as fait un premier film qui s'appelle 3 nuits par semaine, où tu as un tout petit rôle dedans, mais qui est principalement centré autour de Cookie County, une autre drag queen qui a elle aussi fait Drag Race, mais que tu connaissais aussi d'avance, qu'elle joue dans tes premiers courts-métrages de la Fémis. Et dans ton deuxième film, du coup, Habibi, chanson pour mes amis, tu filmes, du coup, tu fais une sorte de documentaire autour de la préparation d'une de tes soirées Habibi. Et notamment, donc, du coup, dans ce documentaire, enfin ce film, tu parles aussi de ton identité, donc du coup de Javel Habibi. Donc là, tu parlais un peu de ce qu'elle représentait pour toi, et je me demandais justement, est-ce que Javel et Florent, du coup, sont des identités distinctes, ou finalement les deux faces d'une même pièce, ou comment est-ce que tu vois justement ton identité de drag queen et ton identité hors drag? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'elles se répondent? En tout cas, pour répondre à ta question dans l'ordre, il y a quelque chose qui est toujours lié au cinéma dans mon drag, puisque c'est d'abord ce personnage de court-métrage, ensuite ça donne 3 nuits par semaine, où en effet je fais une espèce de portrait imaginaire de Cookie. C'est un mélange entre Cookie telle qu'elle est, et Cookie telle que je la rêve, et Cookie telle que je l'écris pour une fiction. Et elle accepte complètement de jouer ce jeu-là, de revisiter son personnage, quoi, sa création à elle. Quelques années après, en effet, je réalise Habibi, chanson pour mes amis, qui était là. C'était la fin de la 2e saison à la Flèche d'Or. C'était juste après la sortie de 3 nuits par semaine, et où je me dis, il y a quelque chose de rare dans ce projet de cabaret. C'est une expérience très forte, mensuelle, puisque tous les mois on est là, et donc c'est un cabaret drag et cinéma. Et on crée à chaque fois, donc c'est aussi un laboratoire artistique, puis c'est un lieu hyper militant et politisé, donc qui teinte aussi ma façon de monter sur scène, puisque c'est pas rien de monter
sur ce plateau-là qui est un lieu intersectionnel et très conscient politiquement, très engagé. Donc ça aussi, ça a infusé ma pratique. Et j'ai eu envie de faire la photo de toutes ces énergies, de toutes ces personnes et de ce lieu, en me disant il y a quelque chose de rare pour moi qui se passe là. Donc j'ai fait en effet ce portrait croisé de 5 artistes, dont moi, dont Ruby, dont Sarah, Forever, Chiara Bolt et Tounames, et un portrait croisé du lieu aussi, et de voir comment l'engagement politique nourrit la pratique drag. Et donc c'était l'occasion en effet de s'interroger à ce moment-là sur qu'est-ce que c'est la cohabitation pour nous 5 avec nos alter-ego. Et je me rends compte à ce moment-là qu'on cohabite pas du tout de la même façon, que Tounames, qui a une approche de plasticienne, va concevoir son drag à un moment donné comme un outil, comme un concept, et comme un protocole. Elle dit dans le film que à l'extrême, elle pourrait même ne pas être là, elle pourrait écrire un protocole et que ce soit d'autres corps qui incarnent Tounames. Moi, à l'inverse, venant du théâtre, je l'aborde plus comme un personnage. Chiara Bolt l'aborde plus comme une énergie, une sorte d'énergie émancipatrice. Et Sarah Forever parle plus de performance. Et donc dans le film, Sarah me conduit à comprendre que Javel et moi ne sommes pas deux entités comme je le crois à ce moment-là, mais bel et bien la même personne qui circule dans... Elle dit c'est les autorisations qui ne sont pas les mêmes. Et on circule juste dans des états de corps différents. Donc à ce moment-là, je travaille sur ça et c'est vrai qu'à la fin du film, je comprends, une fois que j'ai fabriqué le film, que tout ça c'est la même vie. Et que je ne suis pas comme je le croyais, réalisateur d'une part, drag queen d'autre part, mais que j'ai une pratique artistique qui prend différents visages et que, en fait, oui, j'ai 2 prénoms, mais je suis une seule et même chose. Voilà. Et justement, du coup, ces soirées Habibi, comment est-ce qu'elles sont nées ? Parce que j'imagine que c'est pas rien de se dire ce que c'est au début de ton drag. Je crois que tu as lancé ces soirées-là aussi. Comment tu t'es dit, je vais faire ces soirées, comme tu disais, politiques, engagées dans un lieu qui est lui-même du coup politique et engagé. C'est quelque chose d'assez fou, assez fort. Donc comment est-ce que c'est né et comment est-ce que tu t'envisages toujours la suite du coup ? C'est vrai que si on reprend les dates... Quand je me lance moi dans le drag hors du film, c'est l'été 2018 et à ce moment-là, c'est marrant parce que du coup c'est encore lié au cinéma. À ce moment-là, je viens de réaliser mon premier documentaire qui est une commande de l'association Arrêt Média, qui est une asso de médecins qui fait du dépistage santé sexuelle hors les murs. Donc ils font des dépistages dans d'autres assos, auprès de personnes trans, auprès de personnes sans abri, etc., dans des foyers pour femmes. Et en fait, on décide de monter une soirée caritative autour du SIDAction en décembre 2018. Et on monte un événement à la mairie du 10e. Et ça, c'est la naissance de la première soirée Habibi, où je me dis, voilà, j'ai une pratique... j'ai un savoir-faire d'acteur et de metteur en scène, donc je me sens les outils pour organiser un show. Et puis, la condition pour moi pour faire un show, c'est qu'il ait un intérêt associatif, quoi. Donc, on va monter cet événement-là. Et donc, ça se fait à la mairie du 10e et c'est la première soirée Habibi. Et c'est après ça que je me dis, tiens... j'ai envie de continuer, donc je passe par un autre lieu et finalement je rencontre la Flèche et là ça part quoi. Ouais, et c'est la Flèche qui m'invite à rejoindre ces murs. Dans ces soirées-là, moi, ce qui me marque, et c'est le côté collectif. Le côté où vous êtes plusieurs sur scène, les line-up changent du coup régulièrement, et il y a aussi l'amitié du coup, parce que du coup dans ces soirées-là, tu as des amis qui viennent performer comme on disait Cookie ou Ruby, ou même Sarah. Et là, dans le spectacle du coup de Ruby, dans lequel tu joues dans Top Code, c'est encore un collectif. Et je me disais, est-ce que justement le collectif, l'amitié, la solidarité, c'est des valeurs importantes toi à ton drag et peut-être au drag en général ? Oui, elle en parle de ça, Ruby, dans ton podcast, de l'importance du collectif aussi dans son plaisir à elle. Et c'est vrai qu'en tant qu'organisatrice, que ce soit Ruby, moi, mais d'autres, Gemini Kay, Itsu Blue ou Cookie quand elle faisait la Jeudi Barré, y a en effet cette idée de réunir des sortes de troupes d'interprètes, soit des personnes qui reviennent régulièrement,
soit de défricher des nouveaux talents il y a aussi une responsabilité de rendre visible d'autres approches du drag, quoi. On essaie d'être attentif à pas se cantonner à un seul type d'approche, quoi. Donc évidemment booker des drag kings, des drag queers. Et pour ce qui me concerne, en effet, il y a oui, une joie de retrouver des artistes dans le temps, aussi de collaborer. Enfin, quand je me dis que ça fait 5 ans maintenant qu'il y a certaines personnes qui reviennent performer aux soirées à Bibi, il y a un truc de continuité et d'adelphité, en effet, parce que voilà, on fait une espèce de voyage ensemble, quoi. Et ouais, pour moi c'était important. Comme quand on fait un film et il y a une équipe de cinéma, pour moi c'est important que le drag soit quelque chose qui se fait à plusieurs. Ouais. Et tu disais du coup que ce qui était important, c'est de montrer le côté pluriel du drag, comme tu disais, d'avoir des drag kings, des drag créatures, des choses comme ça. Et est-ce que justement, tu as l'impression que parfois les gens ont une idée très peut-être figée du drag, qui peut-être peut venir du fait qu'il y a eu Drag Race France, du coup une émission sur France 2, beaucoup regardée, beaucoup commentée. Est-ce que tu as l'impression que ça a peut-être shapé une idée de ce qu'est le drag et de ce que doit être le drag, et que vous, dans vos soirées, dans vos cabarets, vous essayez un peu de montrer quelque chose d'un peu différent peut-être ? La lutte pour les visibilités et pour les représentations, elle est toujours très complexe et très longue. Et on passe d'un moment où on voit pas de drag à on voit des drags, sauf que en effet, c'est les drag queens, surtout les artistes médiatisés, donc autour de Drag Race ou dans la publicité. Donc c'est encore un certain type de drag, et donc il y a en effet toute une partie des pratiques qui est pas aussi visible, quoi. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est une vigilance de chaque instant de rendre visible dans la diversité, dans la complexité des pratiques. Et oui, je pense que les scènes moins médiatisées servent à ça. Et encore une fois, on est nombreuses et nombreux à y participer, quoi. Ouais. Et comme on le disait, donc du coup tu es réalisateur, donc tu as réalisé plusieurs films en partie sur le drag, tu as créé tes soirées, et là pour Top Code par contre, là tu es du coup au sein de la création théâtrale de Ruby, et je me disais, qu'est-ce que ça te fait justement là de ne pas être aux commandes en quelque sorte ? Est-ce que c'est quelque chose peut-être de un peu agréable et qui te permet de te reconnecter d'une autre manière à ton art aussi, de te laisser aller, de rentrer dans un personnage ? Parce que là pour le coup, même si d'apparence on dirait que c'est Javel à Bibi, parce que du coup c'est ton drag, c'est un personnage que tu incarnes, donc du coup qu'est-ce que ça te fait justement de te mettre un peu en retrait entre guillemets dans cette création théâtrale Top Coat ? C'est vrai que ça renoue avec le tout début de Javel pour moi, puisque c'est d'abord, comme je disais, un personnage de film. Là, c'est la première fois depuis que je fais du drag que je joue un rôle en drag au service d'une autre histoire que hoster une soirée, quoi. Donc Ruby nous a écrit des personnages. Nous, on a des prénoms de personnages qui sont des prénoms secrets. J'allais dire, oui, on les a pas sur scène. C'est la prothésiste angulaire, la narratrice. Il y a pas les. Ouais. En effet, il y a la pédicure, l'apprenti, mais nous, dans le process, quand on s'est réunis autour de la table, on s'est inventé aussi des historiques et des anecdotes entre nous, des biographies. Moi, je sais comment j'ai rencontré la directrice. Je sais que je l'ai assistée longtemps lors de son passé de reine de beauté, qu'on a monté ce salon ensemble. Donc, dans la fiction, je suis aussi la co... alors, est-ce que je suis au moins l'assistante ? Peut-être que je suis la co-directrice, ça, il faudrait clarifier. Mais en tout cas, je suis la bonne copine avec qui elle a monté son business. Et puis, j'ai été, par le passé, je l'ai accompagnée quand c'était une reine de beauté. Donc, on a aussi... c'est vrai que dans la vie où on a un lien sur plusieurs années, sur 6-7 ans, là aussi, dans la fiction, elle a inventé comme ça une connexion dans le passé. Et après, oui, moi j'ai une fonction claire qui est de raconter l'histoire, donc je suis à la fois dedans, dehors. Et au début de l'histoire, je suis un peu la seule à voir le public et à m'adresser au public, parce que je peux sortir de l'image pour indiquer ce qui est en train de se passer, et notamment beaucoup la colère de la prothésiste ongulaire, qui va être un ressort dramatique fort. Et puis plus ça va, plus le quatrième mur s'abat, et puis les autres personnages se mettent à s'adresser directement à la salle.
jusqu'à ce que la directrice ouvre les yeux et sorte un peu de son miroir, quoi. Et justement, du coup, de te confronter au travail de Ruby, même que tu connaissais déjà, et à son drag aussi, est-ce que ça a changé aussi toi ta manière de voir le drag et de voir ton drag? Et inversement, est-ce que toi aussi t'as peut-être influencé le sien ou changé un peu peut-être des choses aussi dans sa manière de voir comment on fait le drag? Bah alors avant Top Code, de toute façon, c'est sûr que je pense qu'on s'inspire mutuellement, mais tous et toutes. Vraiment, je pense que tous les artistes avec lesquels j'ai collaboré m'ont amené une perspective, que ça soit un conseil technique précis. Elle en parle aussi, Ruby, de son maquillage, quand on se maquille, c'est vrai, on va penser à tel conseil donné par tel artiste ce jour-là. Moi, je pense à Ruby quand elle me dit, bah tiens, tu peux un peu plus fondre tes couleurs. Là, sur ton dégradé, il est un petit peu vénère quand même, Javel, tu pourrais être un peu plus doux. Donc, rien que ça, c'est un truc concret. Et puis après, ouais, dans les approches artistiques, par exemple, Chiara Bolt, avec qui aussi je travaille depuis longtemps, s'autorisait pas à chanter, alors que la musique est fondamentale pour elle depuis longtemps. Et c'est aussi de faire partie du cabaret régulièrement, je pense qui a activé ce désir-là de se dire bah tiens, je peux ajouter ça à mon drag. Donc que ça soit dans les outils ou dans les inspirations, c'est sûr qu'il y a un truc qui circule. Ce que m'a amené Ruby, c'est une sorte de liberté. Dans le documentaire, elle dit moi je suis toujours très stressée, je veux toujours beaucoup préparer. Elle a une espèce de nonchalance et de spontanéité apparente, parce que je pense qu'elle prépare énormément, mais pas comme moi qui vais m'asseoir à une table et écrire tout mon hosting et le faire avec des fiches et tout et jongler ensuite avec. Je pense qu'elle écrit les choses dans sa tête, et donc elle arrive, elle dit oui, j'aurais un peu préparé. Tu parles, elle y a pensé, elle a réfléchi en coiffant sa wig. Je suis sûr qu'elle a réfléchi à plein de trucs qu'elle voulait dire et faire, et puis elle se lance ensuite dans une énergie du moment, et elle dit dans le docu l'énergie du advienne que pourra. Et je pense que ça, elle me l'a appris aussi, et c'est inspirant, une espèce de lâcher prise, de faire confiance au plaisir du moment. On n'a pas tout à apprendre au même endroit, et moi je pense que j'avais à apprendre sur le lâcher prise et sur se faire confiance, se dire que le travail est là, et la spontanéité. Donc c'est sûr qu'elle m'a amené ça, et de rester toujours connecté à la joie du drag, quoi. Et que ça peut être sérieux, c'est important, mais pas que ça soit grave. Est-ce que tu dirais que la drague que tu es aujourd'hui quand tu es sur scène, dans un spectacle ou dans un film, est la même que tes toute première fois il y a presque 10 ans maintenant, du coup? Est-ce que tu es toujours... est-ce que tu as changé des manières, du coup, comme tu disais, de te maquiller, d'oster? Ou est-ce que tu as toujours une sorte d'appréhension quand tu montes sur scène? Ou est-ce qu'elle s'estompe maintenant au fur et à mesure des shows, j'imagine? Et est-ce que parfois c'est dur de monter sur scène en tant que drag queen aussi? Moi, j'aurais toujours le trac. C'est sûr que j'aurais toujours peur. C'est un frisson. Et puis pour moi, c'est une responsabilité de mobiliser du temps d'attention pour les gens, de les faire venir. Ils payent leur place. Enfin, il y a quand même une attente, quoi, que j'ai jamais envie de décevoir. Après, ce qui est fou, c'est qu'une fois que je suis en drague, même si je suis la même personne, il y a quelque chose qui s'active, qui me dépasse, que j'active ou qui s'active parfois dans la vie quand je suis très heureux avec mes amis ou dans des moments d'intensité. Mais dès que je suis en drague, que j'ai le corset, la perruque, le maquillage, je deviens une espèce de super puissance tellement heureuse d'être là que rien de négatif ne peut arriver. Et on m'a dit un jour un très beau compliment, on m'a dit on sent que tu es en charge et que rien ne peut mal se passer. Et alors d'incarner ça, une espèce de force rassurante et joyeuse, je crois que c'est ce que je peux rêver de mieux pour mon drag. Donc ça, c'est un truc qui est là depuis le début. Après, il y a plein de choses qui changent. Je pense que mon drag était très ultra femme au début, parce que c'est pour moi ça, mon imaginaire de la puissance. Et que je m'autorise aujourd'hui à être androgyne, à parfois pas avoir de poitrine, parfois avoir la poitrine nue. J'ai fait une fois une version de mon drag avec le crâne rasé. Donc j'explore des esthétiques qui n'étaient pas celles-ci au début.
Et puis après, c'est dans les perfs. J'étais d'abord une rigolote. Je me suis rendu compte, déjà j'ai commencé à faire du stand-up, mais que je pouvais aussi chanter et puis faire des choses beaucoup plus sensibles et amener dans l'émotion. Et puis dans la confidence. Et maintenant, je danse sur une chaise en string. Donc parfois même sans mes pads, sans corset. Donc avec vraiment la peau nue. Et ça encore, c'est encore une révolution pour moi que de m'autoriser ouais, voilà, à d'autres pratiques. Faut que ça bouge quoi, pour que ça reste vivant. Donc c'est encore en chemin. Tu disais, donc tu chantes sur scène, effectivement, tu es aussi du coup donc drag queen, réalisateur, tu chantes sur scène, tu fais aussi tu joues, enfin tu fais beaucoup de choses. Et je me demandais, est-ce que c'est difficile de jongler et d'incarner un peu toutes ces casquettes? Et est-ce que tu as parfois l'impression que être une drag queen a pu être difficile dans la société, dans ta pratique culturelle, de certaines de ces casquettes-là? Est-ce que tu as l'impression que si, par exemple, si tu n'étais pas une drag queen, est-ce que tu ferais des films différemment ou autrement, ou tu ferais d'autres choses? Est-ce que tu as l'impression que ouais, parfois tu as des obstacles en étant une drag queen dans ces pratiques-là, dans ce milieu-là culturel? Le drag, ça n'a jamais été un empêchement, ça n'a jamais été un frein, au contraire, ça a toujours été une force. Je pense que ça m'a donné la force de faire mon premier long métrage, puisque 3 nuits par semaine, c'était l'enjeu, c'était de découvrir, proposer une immersion dans le milieu drag. Et si j'avais pas connu le drag, je me demande bien sur quoi j'aurais fait des films dans un premier temps. Il y a eu comme ça, 3 courts-métrages, 2 longs-métrages sur le drag. Aujourd'hui, j'ai aussi besoin d'amener d'autres récits, d'autres narrations. J'en parlais déjà à l'époque de 3 nuits par semaine, mais je veux aussi parler des soignants, de l'accompagnement des personnes Alzheimer. C'est le métier de ma mère, donc ça, ce sera le prochain film. Donc il y a aussi un truc qui se déplace maintenant. Je pense que le drag, ça a été une sorte d'incubateur et de cocotte minute pour découvrir plein de choses et de moi et de la pratique artistique, et que maintenant j'entre dans un deuxième temps de mon cinéma où je vais aussi parler d'autres sujets. Et c'est vrai que c'est peut-être là le seul empêchement, c'est que quand tu rentres dans l'industrie du cinéma, où tu incarnes une sorte de cinéma queer, c'est toujours très difficile de dépasser ce label-là. Mais je pense que c'est valable pour tous les labels, c'est-à-dire que ça reste une industrie, le cinéma, et donc on est identifié d'abord et étiqueté par les motifs qu'on travaille. Donc moi j'arrive comme ça, auteur queer, et c'est vrai que je me rends compte aujourd'hui que il faut que j'élargisse quelque chose si je veux aussi sortir de à la fois ce que le label me permet, mais là aussi où le label me limite. Et là où il peut être limitant, c'est que un auteur queer n'accède pas au même nombre de salles qu'un auteur non queer. Or, moi, jamais je renoncerai à faire des récits queer. Donc il faut ruser ou trouver un endroit de pas se trahir, une façon de pas se trahir, de rester sincère et authentique, tout en partant à l'assaut aussi d'un autre marché. Parce que c'est difficile de sortir de la marge quand on est labellisé réalisateur gay qui fait des films sur le drag. Donc il y a ça. Et puis après, non, le drag c'est une force, et je pense que même si un jour, par exemple, dans les années à venir, parce que moi je pense que je serai Javel jusque très tard. J'ai l'espoir d'être une vieille drag queen à 60 ans, de encore pratiquer. Ce qui est sûr, c'est que le drag va pas pouvoir être comme là les 7 dernières années, quotidien dans ma vie. Il va falloir à un moment donné que je fasse un peu moins de drag peut-être, pour un temps, pour mettre toute mon énergie sur d'autres projets. Mais ce qui n'empêchera pas qu'à un moment donné, Javel revienne. Voilà, donc aujourd'hui, je le pense plus comme un deuxième temps, où je veux que la cohabitation avec Javel me dure toute la vie, mais peut-être pas tous les jours comme ça a été le cas jusqu'à présent. Et je crois que ça sera beau si parfois je fais un peu moins de drague, et puis au bout de 2 ans je reviens et là je fais un projet full drague tout le temps, voilà. Puis un film où je parle pas de drague, c'est un peu ça l'envie maintenant. Et pour répondre à la question d'avant, je me rends compte que j'avais pas trop répondu sur est-ce que c'est dur parfois de faire Javel, est-ce que c'est dur de faire du drag.
c'est plus sur l'énergie que ça prend en fait. Là, Top Coat par exemple, c'est une super belle aventure parce qu'on est tous les mercredis sur scène de septembre à fin décembre et peut-être plus tard. Il y a peut-être des choses en cours qui se murmurent. Et donc il faut aussi trouver l'énergie de ça, quoi, de comment tu reconvoques l'énergie drague une fois par semaine, parce que c'est quand même très intense pour le corps et pour le cœur. Et voilà, la difficulté de cohabiter avec le drag, c'est quand même c'est une pratique spectaculaire et intense. Et donc comment tu l'inscris dans un quotidien, il faut savoir jongler quand même avec des pics et des downs. Et les inscrire dans un agenda de la vie de tous les jours, quoi. Oui, c'est exactement ça, parce que le spectacle est quelque chose de très fort, très coloré, très puissant. Quand on le voit en vrai, on rigole, on pleure, on passe vraiment par plein d'émotions différentes. Donc c'est ça, j'imagine parfois, quand t'as comme tu dis, la vie de tous les jours qui se percute avec ton personnage, là tu dois rentrer sur scène et tout de suite faire peut-être un mindset et réussir à incarner surtout ton personnage qui est en plus un personnage qui est un peu un liant d'un peu tous les autres personnages sur scène, qui en plus est très enjoué, très sympa, même si elle pose parfois des petites... elle dit aussi ce qu'elle pense au personnage incarné par Ruby, mais c'est quand même quelqu'un de très bienveillant, et du coup j'imagine que parfois c'est ça c'est monter sur scène et incarner tout ça quand il y a plein de choses qui se passent dans le monde et même dans ta vie personnelle, j'imagine c'est ça qui doit être un peu parfois un peu compliqué, ouais. Oui, après il y a quelque chose de très joyeux qui est de se retrouver toutes les semaines. Il y a quand même un truc où je me dis waouh, c'est ça mon travail. Là je vais au travail, et je vais au travail en vélo avec mon drag dans un sac à dos de randonnée, et je me dis c'est génial, c'est ça mon boulot. Je vais au théâtre, je retrouve les copaines, et puis on fait le show ensemble, quoi. Donc ça, c'est la vie de troupe comme ça intégrée dans le quotidien, elle est très chouette. Moi, ma difficulté, c'est plus la descente. Parce qu'il y a une montée, en fait. Il y a une montée, c'est-à-dire le rendez-vous est pris, la date est prise. Donc, dans la journée, je vais faire ce que j'ai à faire. Et puis, psychologiquement, voilà, je fais le sac, je vais en vélo, je me prépare, on se maquille, on est ensemble, on se retrouve, on joue, applaudissements. Voilà, il y a un pic comme ça. Et puis, en fait, c'est après la descente le lendemain, quand il faut revenir, alors qu'on a mobilisé toute cette énergie-là. Revenir le jeudi matin à la vie quotidienne, c'est plus ça qui est un peu raide, quoi. Donc c'est plus dans le sens de la montée, ça va, mais la descente, j'ai pas encore trouvé comment et j'ai toujours ça les lendemains de drague. Quand j'ai commencé, j'ai appelé ça la gueule de joie parce que c'est des pics de joie tellement intenses que le lendemain c'est un peu raide quand même. C'est un peu comme rallumer la lumière, donc il me faut quelques heures un petit peu pour retrouver mes esprits. C'est très joli, la gueule de joie, je vois très bien ce que tu veux dire, parce que moi aussi quand j'ai une grosse interview que j'attends qui se passerait bien, et quand elle se termine, après je suis là, je repars et j'ai l'impression d'être un peu seul avec un truc super qui vient de se passer, et très fort aussi, vu que c'est des interviews très... du coup des humains qui se rencontrent et tout ça, donc du coup il y a un truc très... et après je suis un peu en redescendant aussi un peu de... Mais c'est très joliment dit, sa gueule de joie, et je pense qu'on peut terminer l'entretien sur cette jolie expression. Merci beaucoup Javel, du coup. Merci, c'était super. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast, et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.